Il n'y a qu'un seul moment où le cinéma décide s'il meurt, ou s'il devient éternel. Et c'est le plan final. Cette image qui résume tout, qui reste avec toi, qui compresse le film en un seul photogramme. Un visage qui regarde, une porte qui se ferme, une route qui se perd dans la nuit. Aujourd'hui, on ne parle pas d'intrigue, mais de transcendance visuelle. Du vide de Kubrick au miracle de Tarkovsky. Voici les 10 plans finaux qui n'ont pas seulement clos une histoire, mais qui ont défini l'âme du 7e art. Le plan final de Fight Club n'est pas seulement une explosion, c'est une composition calculée au millimètre. 2 silhouettes au centre du cadre, main dans la main, découpées sur l'obscurité, tandis que les immeubles s'effondrent au loin. La caméra reste stable, indifférente, pendant que le monde s'écroule. Cette immobilité est essentielle. Le chaos se produit derrière, mais l'essentiel est la connexion humaine. Regardez l'image. 2 silhouettes se tiennent la main face à l'abîme. C'est le seul moment de connexion réelle en 2 heures de film, et il arrive précisément quand le monde extérieur disparaît. À travers la vitre, les temples du Capitole s'effondrent en une chorégraphie parfaite. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une apologie du chaos, c'est une critique féroce de la radicalisation. C'est le résultat d'une société si superficielle et déshumanisée qu'elle ne trouve son identité qu'à travers la haine et l'anéantissement. Tyler Durden n'était pas le héros, il était le symptôme d'une maladie. Dans cette baie vitrée, on voit l'effondrement d'un système qui nous a vendu le bonheur dans des catalogues de meubles, mais aussi le danger des idéologies qui promettent la liberté en échange du feu. À la fin, quand le narrateur dit « Tu m'as rencontré à un moment très étrange de ma vie », on comprend la tragédie. Ce n'est que lorsqu'il ne reste plus rien à acheter, ni rien à haïr, que nous retrouvons notre humanité. C'est le plan qui nous rappelle que la vraie transcendance n'est pas de brûler des immeubles, mais la main que tu serres pendant que tout s'écroule. Le plan final de Memories of Murder ne clôt pas une affaire. Il ouvre une plaie dans la vie réelle. Après 2 heures d'une traque désespérée, frustrante et trempée de pluie, Bong Joon-ho décide de briser le 4e mur de la manière la plus perturbante possible. Il ne le fait pas pour nous faire un clin d'œil, mais pour nous désigner. Replaçons-le dans son contexte réel, le détail qui rend cette fin légendaire. Quand le film a été tourné en 2003, le tueur en série de Hwaseong, le monstre réel sur lequel le film s'appuie, était toujours en liberté. Le réalisateur a avoué qu'il avait filmé ce gros plan de l'inspecteur Park, regardant directement la caméra avec une intention macabre. Il savait que le tueur, poussé par l'ego, irait au cinéma pour se voir représenté. Bong Joon-ho voulait que, dans l'obscurité de la salle, le criminel se retrouve face aux yeux de celui qui le poursuivait. Le regard de Song Kang-ho est un prodige de jeu. Il n'y a ni haine ni colère. Il y a un vide désolant. C'est le visage d'un homme qui a compris que le mal est ordinaire. Juste avant, une petite fille lui dit que l'homme qui était là récemment avait un visage normal. Voilà la vraie terreur. Le monstre n'a ni griffes ni cornes. C'est un voisin, un collègue, quelqu'un assis à côté de toi dans un fauteuil de cinéma. Ce plan est la fin de l'innocence du détective et la confirmation de notre propre impuissance. Le détective te regarde, cherchant dans le public cet homme banal qui a commis des atrocités. C'est l'une des images les plus puissantes du XXIe siècle, parce qu'elle transforme le spectateur en suspect. Elle nous laisse avec le doute éternel que, pendant que nous regardons l'écran, le mal est peut-être en train de nous regarder en retour. Le plan final de Mélancolia est la fin du monde, sans épique. 3 figures à l'intérieur d'une fragile grotte magique, faite de branches, essayant de soutenir une illusion enfantine, tandis qu'une planète colossale occupe tout le ciel. La composition est presque picturale. Un triangle humain au premier plan, un bleu apocalyptique dévorant l'arrière-plan. Il n'y a aucune échappatoire dans le cadre. Pas d'horizon, seulement le destin. Le contexte émotionnel est ce qui le rend éternel. Tandis que Claire s'effondre sous une panique rationnelle, Justine, plongée dans une dépression clinique, demeure dans un calme absolu. Pour elle, la fin du monde n'est pas une tragédie,
c'est une harmonie. Le plan capture cet instant exact où la douleur intérieure d'un individu coïncide enfin avec le destin de l'univers. C'est le soulagement ultime. Quand il ne reste plus rien, pourquoi souffrir? Parce qu'il ne reste plus rien. Le plan inverse, le récit du héros. Ici, il n'y a pas de salut de dernière minute. von Trier utilise la collision des planètes comme une métaphore parfaite de la dépression clinique. Cet état où le monde extérieur se synchronise enfin avec le vide intérieur de l'âme. La caméra reste fixe, nous obligeant à contempler la beauté glaciale de notre propre extinction. C'est le plan qui nous rappelle que la vraie tragédie n'est pas la mort, mais la solitude. Dans la scène finale de Stalker, nous sommes face à un plan qui frôle le surnaturel. La caméra, dans un mouvement lent et magnétique, glisse au-dessus d'une table humble où reposent 3 verres. Et puis, cela arrive. Le verre bouge tout seul, vibrant d'une énergie qui semble provenir de la conscience même de l'enfant qui les observe. Pendant tout le film, nous avons traversé la zone, à la recherche d'un miracle tangible, d'une preuve du transcendant. Ce territoire interdit, où l'on dit qu'existe une chambre capable d'exaucer les désirs les plus profonds de l'âme, n'a jamais offert de preuve. Les hommes qui l'ont parcouru ont cherché du sens, de la foi, une validation. Et ils sont revenus vides. Mais le miracle n'a pas lieu au cœur du mystère. Il a lieu dans la cuisine d'une maison modeste. Tarkovsky refuse le spectacle. Le supposé pouvoir n'arrive pas avec de la musique, ni des effets grandiloquents, mais avec une immobilité presque domestique. La composition est austère, lignes horizontales, tons éteints, un cadre fixe qui rend le miracle ambigu. Est-ce réel? Est-ce une suggestion? Est-ce important? Ce qui est vraiment dévastateur, c'est le bruit lointain du train, cette vibration qui traverse le plan comme un écho du monde extérieur. La foi et le désespoir cohabitent dans le même cadre. La fillette, marquée par la zone, est le seul vestige de l'inexplicable. Ce plan est une critique du scepticisme de la société moderne. Dans un monde où tout exige une justification, le cinéma de Tarkovsky s'élève comme un acte de foi. C'est l'image de l'inexplicable. En voyant l'objet se déplacer lentement, nous cessons d'être des spectateurs et devenons les témoins de quelque chose de sacré. La fin de Cris et Chuchotements est un piège émotionnel. Après avoir assisté à l'agonie physique et spirituelle d'Agnès, Bergman nous offre un flashback dans le jardin de la maison. Un plan fixe, baigné d'une lumière d'une beauté insoutenable, où les 3 sœurs et la servante Anna se promènent dans un instant de bonheur pur. C'est une image qui fait mal, non pas à cause de ce que l'on voit, mais à cause de ce que l'on sait qui viendra ensuite. Le cancer, l'abandon et le silence de l'âme. La tragédie de ce plan réside dans le contraste temporel. La caméra s'arrête sur le visage d'Agnès. Un visage jeune, rempli d'une paix qu'elle ne connaîtra, dans le reste du film, qu'à travers la souffrance. La voir là, si vivante, tandis que le spectateur porte le souvenir de sa mort agonisante, c'est une forme de violence psychologique. Bergman nous oblige à être témoins de la fugacité absolue du bonheur humain. Il nous montre que ce paradis n'était pas une réalité, mais un souvenir bientôt dévoré par le ressentiment et la maladie. Quand l'image saute et que le cartel apparaît, ainsi s'achevèrent les cris et les chuchotements, nous ne ressentons pas un vide, mais une clôture nécessaire. C'est l'écho d'une histoire familiale qui, malgré ses fissures, a été vécue. Ce plan est une leçon d'empathie. Dans un monde où l'on se perd souvent dans le bruit et les malentendus, Bergman nous invite à regarder en arrière et à nous souvenir des instants de lumière. C'est une invitation à valoriser les gens pour ces moments d'harmonie, en comprenant que, même si la vie est éphémère, la trace que nous laissons chez les autres est ce qui demeure vraiment. Le plan final de Paris, Texas n'est ni un adieu, ni une rupture. C'est l'acte d'amour le plus élevé qui existe. Il n'y a pas de retrouvailles physiques. Il y a une éternité ontologique. Travis comprend que sa présence physique ne peut plus habiter le foyer que Jane porte encore dans son cœur. Travis a traversé tout le désert à la recherche d'une vérité, et en regardant Jane à travers la vitre du peep-show, il reconnaît que l'amour d'elle n'est pas un fantôme du passé. C'est un feu vivant, présent et éternel. On voit le visage de Travis. Il n'y a pas de tragédie. Il y a une clarté désolée. Il sait qu'elle l'aime avec une loyauté qui défie le temps. Mais il sait aussi qu'il est trop brisé pour être le refuge qu'elle mérite. Sa rédemption n'est pas de rester, mais d'offrir à son fils la possibilité d'une vie pleine, en libérant Jane de l'ombre de son autodestruction. C'est un sacrifice où l'amour se purifie. Travis ne s'éloigne pas de son amour. Il s'éloigne pour le protéger. Et puis, le plan final, la voiture qui s'éloigne. La caméra observe comment un point de métal se perd dans la grille infinie des lumières de Los Angeles.
Travis ne part pas vers l'oubli. Il part vers l'exil, conscient que, même si la distance est absolue, son union avec Jane ne dépend plus d'une présence physique. Le plan final des 400 coups est une fuite qui ne mène nulle part. Antoine court vers la mer, comme s'il courait vers la liberté. La caméra le suit en un travelling nerveux, presque documentaire, jusqu'à ce que l'horizon s'ouvre. Pour la première fois, il n'y a plus de murs, ni de salle de classe, ni de cellules. Juste l'espace. Et alors survient le geste qui a changé le cinéma moderne. Antoine s'arrête. Il se retourne. Il regarde directement la caméra. Image figée. À cet instant, la fiction se brise. Antoine cesse d'être un personnage et devient un enfant réel face à nous. Le regard n'est ni défiant ni suppliant. Il est ambigu. Il questionne et accuse en même temps. On ne sait pas ce qu'il deviendra. On ne sait pas s'il s'est échappé ou s'il a simplement atteint une autre limite. La mer n'est pas une promesse, c'est l'incertitude. C'est l'image définitive de l'adolescence comme état d'incertitude permanente. Il n'y a plus de parents, ni de juges, ni de murs. Seulement le rugissement de l'océan et un garçon qui nous regarde en attendant une réponse. C'est un plan qui dépasse le scénario pour devenir un miroir de notre propre vulnérabilité. En figeant ce regard, Truffaut n'a pas seulement clôturé son film. Il a capturé l'essence de ce que signifie grandir, être jeté dans le monde sans carte, avec la peur et l'espoir dansant dans le même regard. L'image la plus mystérieuse et la plus transcendantale de l'histoire du cinéma. Le plan final de 2001 n'explique rien. Après avoir traversé le voyage psychédélique du Stargate et la métamorphose dans cette chambre blanche impossible, le vieux Bowman lève la main. Et soudain, il n'est plus un homme. Il est l'enfant des étoiles, suspendu dans l'espace, flottant face à la Terre. La composition est une leçon d'échelle. Un être minuscule, vulnérable, mais porteur de la puissance d'une nouvelle espèce, face à l'immensité du cosmos. Ce plan n'est pas seulement une image de science-fiction, c'est le symbole de l'étape suivante de notre évolution. Kubrick nous retire le sol, nous retire la technologie, et nous oblige à regarder vers l'avant. Il n'y a pas de réponse, pas de message clair. Avec cette image finale, le film devient le nôtre. C'est un plan d'une beauté insoutenable parce qu'il nous confronte à notre propre petitesse. Il nous rappelle que notre histoire, nos guerres, nos ambitions, notre peur du vide, n'est que le prologue de quelque chose d'incommensurable. Cet enfant n'est pas un individu, c'est la conscience de l'espèce humaine, enfin libérée de la prison du temps et de la matière. En concluant sur cette image, Kubrick transforme l'écran en un miroir obscur où le spectateur ne voit plus un film, mais l'horizon de sa propre transcendance. Il nous laisse orphelins de réponses, mais illuminés par une certitude terrifiante et sublime. Notre vrai destin n'est pas dans le sol que nous foulons, mais dans la capacité de notre esprit à se dissoudre dans le tout. Le plan final du parrain est la mort de l'âme. Après avoir nié devant Kay qu'il a ordonné la mort de Carlo, Michael reste assis, immobile, tandis que les hommes entrent un à un pour lui baiser la main. La caméra se place légèrement derrière Kay. Nous ne partageons pas le pouvoir de Michael. Nous partageons sa distance à elle. La composition est magistrale. Michael est au centre du cadre, entouré d'ombre, presque avalé par la pénombre. Kay reste sur la marge, éclairé, encore relié au monde ordinaire. C'est la dernière frontière entre deux réalités. Et puis survient le geste définitif. La porte se referme lentement sur son visage. Ce n'est pas seulement une porte physique, c'est la fermeture d'une identité. Michael n'est plus le fils qui avait promis de rester propre. Il est le parrain. Le plan condense toute la tragédie shakespearienne du film. L'homme qui voulait protéger sa famille devient ce qui la condamne. Quand le cadre s'assombrit, on comprend que nous n'avons pas assisté à une victoire. Nous avons vu l'aboutissement d'une transformation morale irréversible. Et le cinéma, avec un simple mouvement de porte, devient une tragédie classique. Le plan le plus parfait, le plus complexe, le plus désolant que le cinéma ait jamais projeté. Après 5 ans d'obsession, après une traversée violente à travers un paysage qui ressemble à la fin du monde, Ethan Edwards, l'anti-héros interprété par John Wayne, ramène Debbie à la maison. La composition est un exercice de génie géométrique. La famille sort de la maison pour l'accueillir. La porte, grande ouverte, agit comme un cadre naturel qui relie l'intérieur chaleureux et civilisé à l'obscurité sauvage de l'extérieur. Et là, sur le seuil, se tient Ethan.
Ce qui fait de ce plan le meilleur de l'histoire, c'est l'intention de sa solitude. Pendant que tous entrent dans la maison, lui reste dehors. Il se saisit le bras, puis fait demi-tour vers le désert. John Ford le laisse là. Un homme qui ne peut pas appartenir à la civilisation qu'il vient de sauver. Ethan Edwards est un centaure, moitié homme, moitié bête. Un être fait pour la guerre, pour la haine et pour le désert. Le foyer n'est pas pour lui. Ce cadre condense tout le western classique. Le héros qui rend la civilisation possible ne peut pas l'habiter. Il est nécessaire, mais incompatible. Protecteur et menace à la fois. Le foyer existe grâce à lui, mais lui appartient à l'horizon. Le plan ne clôt pas seulement une histoire, il clôt une ère du cinéma américain. Avec un simple cadre de porte, Ford crée le plan le plus mythique et le plus légendaire jamais filmé. Le film commence par une porte qui s'ouvre sur le désert. Il se termine par une porte qui se ferme sur lui. Ce n'est pas seulement un cadrage, c'est une rime visuelle parfaite. Le mythe naît et meurt dans le même cadre. Maintenant que tu as vu comment une œuvre doit se terminer, dis-moi, quels plans t'ont le plus marqué et lesquels m'ont manqué. Lâche un like et abonne-toi pour rejoindre cette communauté. Ici, on ne regarde pas des films, on les ressent.